Le grand hall de l'hôtel Méridien scintillait sous les lustres de cristal, transformé pour l'occasion en un temple de la réussite médicale. Les murs ornés de dorures reflétaient la lumière dorée qui baignait l'assemblée de nouveaux médecins, leurs diplômes fraîchement obtenus encore imprégnés de l'odeur de l'encre officielle. Isabeau Moreau se tenait près de l'une des colonnes de marbre, observant cette marée humaine de blouses blanches et de costumes sombres qui célébraient l'aboutissement de longues années d'études. Ses doigts fins effleuraient distraitement le tissu soyeux de sa robe noire, une création élégante qui épousait parfaitement ses formes, sans jamais paraître vulgaire. Ses cheveux châtains, aux reflets cuivrés sous la lumière artificielle, étaient relevés en un chignon sophistiqué qui dégageait la courbe gracieuse de son cou. Elle portait des boucles d'oreilles en perles discrètes, cadeau de sa grand-mère, et une montre Cartier héritée de sa mère. Chaque détail de sa tenue avait été soigneusement choisi, non pas pour impressionner, mais pour se fondre dans cette assemblée où l'apparence comptait autant que les compétences. Isabeau avait appris depuis longtemps que dans le monde médical, la première impression déterminait souvent la suite des événements. Elle observait les visages rayonnants autour d'elle, ces jeunes médecins qui croyaient avoir conquis le monde en obtenant leur diplôme. Elle se souvenait de cette euphorie, de cette sensation d'invincibilité qui accompagnait la réussite académique. Mais elle savait aussi que la vraie médecine commençait maintenant, loin des amphithéâtres et des examens théoriques. Marc Dubois, son fiancé depuis maintenant 2 ans, naviguait avec aisance entre les groupes de convives. Il portait un costume bleu marine impeccablement taillé, probablement confectionné sur mesure par le tailleur familial. Ses cheveux bruns étaient plaqués en arrière avec un gel qui lui donnait un aspect presque trop parfait, comme s'il sortait d'un magazine de mode masculin. Sa cravate de soie bordeaux était nouée avec une précision militaire, et ses chaussures italiennes brillaient sous les lumières. Marc avait toujours accordé une importance capitale à son apparence, considérant que l'image était la moitié de la réussite professionnelle. Il serrait des mains avec enthousiasme, distribuait des sourires calculés et échangeait des plaisanteries avec ses nouveaux collègues. Isabeau l'observait depuis sa position stratégique, notant chaque geste, chaque expression. Elle avait développé cette habitude d'analyser le comportement humain pendant ses années d'études, une compétence qui s'avérait particulièrement utile pour comprendre les patients et leurs familles. Marc était dans son élément, rayonnant de cette confiance qui caractérisait les héritiers de dynasties médicales. Son père, le docteur Henri Dubois, était un cardiologue renommé, et sa mère, le docteur Catherine Dubois, dirigeait le service de pédiatrie d'un hôpital prestigieux. Marc avait grandi dans cet univers privilégié, où la médecine était une tradition familiale, presque une obligation dynastique. « Isabeau, ma chérie, viens donc rencontrer mes nouveaux collègues », appela Marc depuis l'autre bout du hall, sa voix portant par-dessus les conversations et le tintement des verres de champagne. Il lui faisait signe de s'approcher avec un geste désinvolte, comme s'il appelait un animal domestique. Isabeau remarqua immédiatement le ton condescendant, cette manière qu'il avait de la traiter comme un accessoire, plutôt que comme une partenaire. Elle prit une profonde inspiration, rassemblant son courage pour affronter ce qui s'annonçait comme une épreuve familière. Elle traversa le hall avec grâce, ses talons claquant doucement sur le sol de marbre poli. Les conversations se poursuivaient autour d'elle, mélange de discussions professionnelles et de bavardages mondains. Elle entendait des bribes de phrases. « Mon stage en chirurgie était épuisant mais formateur. J'ai eu la chance d'assister à une transplantation cardiaque. Les gardes de nuit sont vraiment éprouvantes. Ces jeunes médecins partageaient leurs expériences récentes, leurs espoirs et leurs craintes pour l'avenir. » Isabeau se souvenait de ces conversations, de cette période où chaque expérience médicale semblait révolutionnaire. En approchant du groupe où se tenait Marc, elle reconnut plusieurs visages familiers. Il y avait Thomas Moreau, pas de relation malgré le nom identique, un jeune homme aux cheveux blonds et aux yeux bleus qui avait terminé sa formation en médecine générale. À côté de lui se tenait Sarah Lefebvre, une brunette énergique spécialisée en gynécologie, et Pierre Gauthier, un homme de taille moyenne aux lunettes cerclées d'or qui avait choisi la psychiatrie. Ils formaient un petit cercle exclusif, unis par leur réussite commune et leurs origines sociales similaires. « Mes amis, j'aimerais vous présenter Isabeau », déclara Marc avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Il passa son bras autour de la taille d'Isabeau avec un geste possessif qui la fit légèrement tressaillir. Elle est, une étudiante qui n'a pas eu la chance de réussir comme nous, une de ces personnes qui ont tenté médecine sans succès. Le silence qui suivit cette déclaration fut presque palpable. Isabeau sentit ses joues s'empourprer, non pas de honte, mais d'une colère froide qui montait en elle comme une marée.
Elle avait entendu Marc tenir ce genre de propos auparavant, mais jamais avec une telle cruauté publique. Thomas détourna le regard, visiblement mal à l'aise. Sarah échangea un regard gêné avec Pierre, qui ajusta nerveusement ses lunettes. « Marc, vraiment » murmura Sarah, essayant de détendre l'atmosphère. « Ce n'est pas nécessaire de… » « Mais si, l'interrompit Marc avec un rire forcé. « Il faut appeler les choses par leur nom. Isabeau a échoué aux examens de médecine. Pas vrai, ma chérie. Elle n'a pas le niveau requis pour notre profession. Mais elle est très… décorative, n'est-ce pas ?» Isabeau serra les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes jusqu'à laisser de petites marques rouges. Elle avait appris au fil des mois à encaisser ses humiliations, à sourire malgré la douleur. Mais ce soir, devant ces inconnus qui la jugeaient déjà, quelque chose se brisa en elle. Elle releva la tête avec une dignité qui surprit même Marc, ses yeux verts lançant des éclairs de défi. « Marc a raison », dit-elle d'une voix parfaitement contrôlée. « Je ne suis qu'une simple étudiante ratée, rien de plus, rien de moins. » Mais dans sa voix, il y avait une nuance que seule une oreille exercée pouvait percevoir, une pointe d'ironie qui échappa complètement à Marc. Thomas, qui était le plus sensible du groupe, tenta de changer de sujet. « Alors, Marc, tu as des projets pour ta spécialisation ? Tu vises toujours la chirurgie cardiaque ?» Marc se redressa, gonflé d'orgueil. « Évidemment, c'est une tradition familiale. Mon père dit toujours que le cœur est le moteur de la vie et qu'un bon cardiologue est comme un mécanicien de précision. J'ai d'ailleurs postulé pour un poste dans le service du docteur Dubois à Saint-Louis. »« Docteur Dubois ? Philippe Dubois ?» interrogea Pierre, impressionné. « C'est une légende vivante. Il a révolutionné la chirurgie cardiaque en France. Ses techniques sont étudiées dans le monde entier. »« Exactement, » confirma Marc avec suffisance. « Et grâce aux relations de mon père, j'ai de bonnes chances d'être accepté. Il faut savoir utiliser ses connexions dans ce milieu. » Isabeau écoutait cette conversation avec un mélange d'amusement et de dégoût. Marc parlait du docteur Dubois comme s'il le connaissait personnellement, alors qu'en réalité, ils ne s'étaient jamais rencontrés. Elle connaissait Philippe Dubois beaucoup mieux que Marc ne pourrait jamais l'imaginer. Ils avaient travaillé ensemble sur plusieurs projets de recherche, et elle avait même co-signé avec lui une publication dans le prestigieux Journal of Cardiac Surgery. Mais Marc ignorait tout de cela, comme il ignorait tant de choses sur la femme qu'il prétendait aimer. « Et toi, Isabeau ?» demanda Sarah avec une politesse forcée. « Que fais-tu dans la vie ? Tu travailles ?» Avant qu'Isabeau puisse répondre, Marc s'empressa de parler à sa place. « Oh, elle fait de petits boulots par-ci par-là. Rien de très intéressant. Elle aide parfois dans des cliniques privées, du travail administratif principalement. N'est-ce pas, ma chérie ?» Isabeau hocha la tête en silence, ravalant sa rage. Ces petits boulots incluaient des consultations dans des cliniques privées UP, où elle était sollicitée pour ses compétences exceptionnelles en chirurgie cardiaque. Mais Marc réduisait tout cela à du simple travail administratif, incapable de concevoir qu'une femme qu'il considérait comme un échec puisse avoir une carrière brillante. La conversation se poursuivit, Marc monopolisant l'attention avec ses anecdotes d'étudiants et ses projets grandioses. Il racontait ses stages comme s'il avait sauvé des vies à lui seul, omettant systématiquement le rôle crucial des équipes médicales. Isabeau l'écoutait déformer la réalité, transformer ses échecs en succès, ses erreurs en apprentissage héroïque. Elle se demandait comment elle avait pu être aveugle si longtemps à cette personnalité narcissique et manipulatrice. « Vous savez, » continua Marc, « la médecine n'est pas faite pour tout le monde. Il faut une certaine intelligence, une capacité d'adaptation que malheureusement tout le monde ne possède pas. » Il lança un regard appuyé vers Isabeau, comme pour souligner son propos. Heureusement, Isabeau a d'autres qualités. Elle cuisine très bien, par exemple. Cette fois, même Thomas ne put cacher son malaise. « Marc, je pense que tu… » commença-t-il. Mais il fut interrompu par l'arrivée d'autres invités qui se joignaient à leur groupe. Il s'agissait de 2 couples d'âge mûr, visiblement des médecins confirmés qui avaient sans doute encadré ces jeunes diplômés. Marc se composa immédiatement un visage respectueux, sa voix changeant de ton pour adopter une déférence calculée. « Docteur Martineau, docteur Rousseau, quel plaisir de vous voir ici. » Docteur Martineau, un homme corpulent aux cheveux gris et à la barbe soignée, sourit chaleureusement. « Marc, félicitations pour votre réussite. Votre père doit être fier de vous. Et voici votre charmante fiancée, j'imagine. »« Exactement, » répondit Marc en serrant Isabeau contre lui. « Isabeau, une amie très chère qui m'accompagne ce soir. » Le terme « amie » plutôt que « fiancée » frappa Isabeau comme un coup de poignard. Même devant des collègues respectés, Marc n'osait pas la présenter comme sa future épouse.
Elle représentait visiblement une gêne, quelque chose qu'il fallait minimiser plutôt que célébrer. Docteur, Rousseau, une femme élégante aux cheveux argentés, tendit la main à Isabeau avec bienveillance. « Enchantée, ma chère. Vous devez être très fière de Marc. C'est un jeune homme prometteur. Très fier, » répondit Isabeau avec un sourire figé. Marc a effectivement beaucoup de potentiel. La conversation dériva vers des sujets plus techniques, les défis de la médecine moderne, les évolutions technologiques, les problèmes de financement hospitalier. Isabeau écoutait avec attention, reconnaissant des problématiques qu'elle connaissait intimement. Elle aurait pu contribuer significativement à ces discussions, partager son expertise et ses expériences. Mais Marc lui lançait des regards d'avertissement chaque fois qu'elle ouvrait la bouche, comme pour lui rappeler sa place. « La chirurgie cardiaque évolue si rapidement », commentait Dr Martineau. « Nous avons maintenant des techniques moins invasives, des robots chirurgicaux, des matériaux biocompatibles révolutionnaires. Les jeunes comme vous, Marc, auront l'avantage d'être formés directement avec ces nouvelles technologies. » « Absolument, » acquiesça Marc. « J'ai d'ailleurs eu l'occasion d'assister à une intervention robotique pendant mon stage. C'était fascinant de voir la précision de ces machines. » Isabeau faillit éclater de rire. Marc n'avait fait qu'observer depuis la galerie, sans jamais mettre les pieds dans le bloc opératoire. Mais il racontait l'histoire comme s'il avait participé activement à l'intervention. « Et vous, mademoiselle ?» demanda Dr Rousseau à Isabeau. « Vous travaillez dans le domaine médical ?» Marc s'empressa de répondre, avant qu'Isabeau puisse parler. « Oh non, pas du tout. Isabeau n'a pas les compétences nécessaires pour notre secteur. Elle fait de l'administratif, des tâches simples. Rien qui nécessite une formation médicale. » Le mépris dans sa voix était si évident que même les médecins confirmés parurent choqués. Docteur Rousseau fronça les sourcils, visiblement dérangé par cette grossièreté. « Je suis sûr qu'Isabeau a ses propres talents et compétences. Chaque profession a sa valeur, Marc. »« Bien sûr, répondit Marc avec condescendance. Mais reconnaissons qu'il y a une hiérarchie dans les compétences. Nous, médecins, nous avons une responsabilité particulière. Nous sauvons des vies, nous prenons des décisions cruciales. Tout le monde ne peut pas porter ce fardeau. » Isabeau sentit ses joues s'empourprer de nouveau. Cette fois, ce n'était plus de la colère, mais une humiliation profonde qui la transperçait. Elle avait sauvé plus de vies que Marc n'en sauverait probablement jamais. Elle avait pris des décisions en fractions de secondes qui avaient déterminé la survie de patients. Elle avait travaillé sans relâche, étudié sans compter les heures, sacrifié sa vie personnelle pour devenir l'une des chirurgiennes les plus respectées de sa génération. Et Marc réduisait tout cela à néant, devant des inconnus qui la jugeaient maintenant comme une simple accompagnatrice sans valeur. La soirée se poursuivit dans cette atmosphère tendue. Marc continuait à papillonner de groupe en groupe, présentant Isabeau de manière de plus en plus dégradante à chaque rencontre. Voici Isabeau, une petite amie qui n'a pas réussi à faire médecine. Isabeau, qui fait de petits boulots sans importance. Ma compagne, qui malheureusement n'a pas le niveau intellectuel requis pour notre profession. Chaque présentation était un nouveau coup porté à la dignité d'Isabeau, une nouvelle humiliation publique qui s'ajoutait aux précédentes. Elle observait les réactions des invités, notant la gêne de certains, l'indifférence d'autres, parfois même l'approbation tacite de ceux qui partageaient la vision élitiste de Marc. Le monde médical, elle le savait, était encore largement dominé par les hommes et les préjugés. Mais voir cette réalité s'étaler aussi crûment devant elle était une expérience douloureuse. Vers la fin de la soirée, alors que les premiers invités commençaient à partir, Marc sembla atteindre le summum de sa cruauté. Il avait bu plusieurs verres de champagne et sa langue se déliait dangereusement. « Vous savez, dit-il à un groupe de jeunes médecins, parfois j'ai pitié d'Isabeau. Elle a vraiment essayé de faire médecine, mais elle n'avait tout simplement pas les capacités intellectuelles nécessaires. C'est triste de voir quelqu'un s'accrocher à des rêves impossibles. » Cette fois, le silence qui suivit fut lourd de malaise. Même les plus insensibles des invités semblaient choqués par cette méchanceté gratuite. Isabeau se tenait à côté de Marc, droite comme un i, ses mains tremblant légèrement de rage contenue. Elle avait atteint ses limites, mais quelque chose l'empêchait encore d'exploser. Une voix intérieure lui disait d'attendre, que le moment de la révélation viendrait. « Marc, tu vas trop loin », murmura Thomas, le plus courageux du groupe. « Isabeau est ta fiancée. Tu ne devrais pas... »« Fiancée ?» Marc éclata de rire. « Oh, nous ne sommes pas vraiment fiancés. Enfin, pas officiellement. Isabeau aimerait bien, mais franchement, épouser quelqu'un sans diplôme, sans avenir, ce ne serait pas très intelligent de ma part, vous ne trouvez pas ?» Cette déclaration fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Isabeau sentit quelque chose se briser définitivement en elle.
Pendant 2 ans, elle avait supporté les humiliations, les remarques désobligeantes, les présentations condescendantes. Elle avait accepté de jouer le rôle de la petite amie ratée, de l'accompagnatrice sans valeur, de la femme qui n'avait pas réussi à la hauteur des ambitions de son compagnon. Mais entendre Marc nier publiquement leur fiançailles, la réduire à une simple liaison sans importance, était au-delà de ce qu'elle pouvait endurer. Ses yeux se remplirent de larmes de rage, mais elle refusa de les laisser couler. Elle ne donnerait pas à Marc la satisfaction de l'avoir pleuré. Au lieu de cela, elle se composa un masque de dignité blessée, relevant le menton avec une fierté qui impressionna même ses détracteurs. Dans son regard vert, une lueur nouvelle apparut, quelque chose de dur et de déterminé que personne n'avait encore vu. La soirée touchait à sa fin, mais pour Isabeau, elle marquait le début d'autre chose. Une transformation s'opérait en elle, lente, mais inexorable. La femme soumise et humiliée cédait la place à une autre personnalité, plus forte, plus déterminée. Elle avait assez joué le rôle de la victime. Il était temps que Marc découvre qui elle était vraiment et le prix qu'il allait payer pour ses humiliations répétées. Elle resta silencieuse pour le reste de la soirée, observant Marc avec de nouveaux yeux. Il continuait à fanfaronner, inconscient du changement qui s'opérait chez la femme qu'il venait de détruire publiquement. Dans quelques heures, son monde allait basculer, et Isabeau serait là pour assister à sa chute. Mais Marc ne savait pas encore que cette soirée allait prendre une tournure qu'il n'avait jamais imaginée. Une rencontre inattendue était sur le point de changer le cours des événements, révélant des secrets qui transformeraient cette humiliation en un moment décisif. L'homme qui s'approchait d'eux dans sa direction détenait la clé d'une vérité qui allait faire trembler Marc jusqu'au fondement de son arrogance. L'atmosphère dans le grand hall de l'hôtel Méridien avait pris une tournure particulièrement pesante après les dernières remarques de Marc. Les conversations autour d'eux continuaient, mais un malaise palpable s'était installé parmi le petit groupe qui avait assisté à cette démonstration de cruauté gratuite. Isabeau se tenait immobile, ses mains crispées sur son sac à main en cuir noir, ses yeux fixés sur un point invisible au-delà des invités. Elle respirait avec difficulté, chaque inspiration lui rappelant l'humiliation qu'elle venait de subir devant ces inconnus qui la regardaient maintenant avec un mélange de pitié et d'embarras. Thomas, le jeune médecin aux cheveux blonds, échangeait des regards inquiets avec Sarah, qui tortillait nerveusement ses boucles brunes entre ses doigts. Pierre ajustait ses lunettes pour la énième fois, signe évident de son inconfort face à la situation. Même les médecins confirmés, Dr Martineau et Dr Rousseau, semblaient chercher une échappatoire à cette conversation qui avait pris une tournure déplaisante. L'ambiance festive de la soirée s'était transformée en une tension presque suffocante, comme si l'air lui-même était devenu plus dense autour d'eux. Marc, inconscient de l'effet dévastateur de ses paroles, continuait à savourer son champagne avec une satisfaction évidente. Il observait les visages autour de lui, interprétant leur malaise comme de l'admiration pour sa franchise. Dans son esprit tordu, il venait de prouver sa supériorité en rabaissant publiquement celle qu'il prétendait aimer. Ses yeux brillaient d'une lueur de triomphe, comme s'il avait remporté une victoire importante. Il lissait sa cravate bordeaux avec un geste satisfait, persuadé d'avoir impressionné ses nouveaux collègues par sa capacité à remettre les gens à leur place. « Vous savez, » reprit Marc avec un sourire condescendant, « il faut savoir être réaliste dans la vie. Tout le monde ne peut pas prétendre au même niveau d'excellence. C'est ce que j'essaie d'expliquer à Isabeau depuis le début de notre relation. Mieux vaut accepter ses limites que de se bercer d'illusions. » Isabeau sentit ses joues s'empourprer de nouveau, mais cette fois, ce n'était plus seulement de la colère. C'était une rage froide et calculée qui montait en elle, une détermination farouche qui remplaçait progressivement la douleur. Elle avait supporté ces humiliations pendant trop longtemps, accepté de jouer le rôle de la petite amie ratée pour des raisons qu'elle remettait maintenant en question. Ses ongles s'enfonçaient dans la paume de ses mains, laissant de petites marques rouges qui témoignaient de sa tension intérieure. C'est à ce moment précis qu'une silhouette distinguée se détacha de la foule des invités. Un homme d'âge mûr s'approchait de leur groupe avec l'assurance tranquille de quelqu'un habitué aux responsabilités importantes. Il était vêtu d'un costume noir impeccablement taillé, probablement confectionné par un grand couturier, qui épousait parfaitement sa silhouette élancée. Ses cheveux gris étaient coiffés avec soin, révélant un front haut et intelligent. Ses yeux d'un bleu acier perçant semblaient analyser chaque détail de la scène qui se déroulait devant lui. Dr Philippe Dubois était une légende vivante dans le monde de la chirurgie cardiaque française. À 62 ans, il dirigeait le département de chirurgie cardiaque de l'hôpital Saint-Louis avec une autorité incontestée. Ses mains, aux doigts longs et précis, avaient sauvé des milliers de vies au cours de sa carrière.
Son regard perçant avait la capacité de sonder l'âme humaine, une qualité développée au fil des années passées à prendre des décisions vitales en quelques secondes. Il portait une montre Patek Philippe, discrète mais élégante, seul signe extérieur de sa réussite financière. En s'approchant du groupe, Dr Dubois reconnut immédiatement Isabeau. Un sourire chaleureux illumina son visage habituellement sérieux, transformant complètement son expression. Ses yeux s'éclairèrent d'une lueur de reconnaissance et de respect sincère. Il avait travaillé avec elle sur plusieurs projets de recherche complexes, et il connaissait mieux que quiconque ses compétences exceptionnelles et son dévouement sans faille à la médecine. « Docteur Julie Moreau », s'exclama-t-il avec une voix forte et claire qui porta au-delà de leur petit groupe. « Que fait quelqu'un comme vous dans un événement aussi modeste ?» Le silence qui suivit cette déclaration fut assourdissant. Tous les visages se tournèrent vers Isabeau, puis vers Dr Dubois, puis de nouveau vers Isabeau. Marc, qui tenait son verre de champagne à mi-chemin de ses lèvres, se figea complètement. Son visage passa du rose au blanc en l'espace de quelques secondes, comme si le sang s'était retiré de ses veines. Ses yeux s'écarquillèrent de stupéfaction, et sa bouche s'ouvrit légèrement, mais aucun son n'en sortit. Thomas laissa échapper un petit hoquet de surprise, tandis que Sarah échangeait un regard abasourdi avec Pierre. Dr Martineau et Dr Rousseau se redressèrent immédiatement, leur attitude changeant radicalement en entendant le nom et le titre. Ils connaissaient la réputation de Dr Julie Moreau, même s'ils ne l'avaient jamais rencontrée en personne. Dans le monde médical français, son nom était synonyme d'excellence et d'innovation. Isabeau releva lentement la tête, ses yeux verts rencontrant ceux de Dr Dubois, avec une expression qui mélangeait soulagement et détermination. Pour la première fois de la soirée, elle se sentait reconnue pour ce qu'elle était vraiment. Sa posture changea imperceptiblement, ses épaules se redressèrent, et une aura de dignité professionnelle l'enveloppa comme un manteau invisible. « Bonsoir, Dr Dubois », répondit-elle avec une voix posée et assurée, retrouvant instantanément le ton professionnel qu'elle utilisait dans les hôpitaux. « C'est un plaisir de vous revoir. J'accompagne mon fiancé pour sa soirée de remise de diplôme. » Le mot « fiancé » était prononcé avec une pointe d'ironie subtile que seul Dr Dubois semble apercevoir. Il connaissait assez bien Isabeau pour détecter les nuances dans sa voix, et il devinait qu'il se passait quelque chose d'inhabituel. Marc, qui avait enfin retrouvé l'usage de la parole, bégaya. « Vous connaissez ?» Dr Dubois se tourna vers lui avec un regard curieux, comme s'il remarquait sa présence pour la première fois. « Bien sûr que nous nous connaissons, docteur. Moreau est l'une des chirurgiennes cardiovasculaires les plus brillantes de sa génération. Nous avons collaboré sur plusieurs projets de recherche ces dernières années. » Il se tourna de nouveau vers Isabeau avec un sourire admiratif. « Votre dernière publication sur les techniques de revascularisation myocardique a fait sensation dans la communauté internationale. Le Journal of Cardiac Surgery l'a classé parmi les articles les plus cités de l'année. » Sarah, qui commençait à comprendre l'ampleur de la situation, murmura « Vous êtes vraiment médecin ?» Isabeau hocha la tête avec une modestie feinte. « J'ai eu la chance de terminer mes études à Harvard Medical School, puis de me spécialiser en chirurgie cardiaque. Mais comme le dit si bien Marc, ce ne sont que des détails sans importance. » Dr Dubois fronça les sourcils, percevant le sarcasme dans sa voix. « Des détails sans importance ? Votre thèse sur les greffes cardiaques chez les patients pédiatriques a révolutionné notre approche. Vous avez sauvé des centaines d'enfants avec vos techniques innovantes. » Marc, qui avait maintenant la couleur d'un linge, tenta de reprendre contenance. « Je ne comprends pas. Isabeau, tu ne m'as jamais dit que tu étais... que j'avais quoi, Marc ?» l'interrompit Isabeau avec une douceur trompeuse. « Un diplôme ? Une carrière ? Une reconnaissance professionnelle ? Tu as raison, je ne te l'ai jamais dit. J'ai préféré laisser parler tes préjugés. » Dr Dubois observait cette interaction avec un intérêt croissant. Il commençait à comprendre que la soirée n'était pas aussi simple qu'il l'avait cru. « Pardonnez-moi, mais il y a quelque chose que je ne saisis pas. Vous parlez comme si vous ne connaissiez pas les qualifications de votre fiancé. » Thomas, qui avait retrouvé sa voix, intervint avec maladresse. « Marc nous a dit qu'Isabeau avait échoué aux études de médecine, qu'elle n'avait pas le niveau requis pour notre profession. » Le visage de Dr Dubois se durcit immédiatement. Ses yeux d'acier se fixèrent sur Marc avec une expression glaciale. Échoué, Dr Moreau a terminé première de sa promotion à Harvard, avec les félicitations du jury. Elle a été la plus jeune chirurgienne cardiaque certifiée de l'histoire de l'hôpital Massachusetts General. Marc sentit ses jambes se dérober sous lui. Il chercha une chaise des yeux, mais sa fierté l'empêcha de s'asseoir. « Il doit y avoir une erreur, » balbutia-t-il. « Isabeau ne peut pas être... Elle ne m'a jamais dit... »
Peut-être parce que tu ne lui as jamais posé la question, rétorqua Isabeau avec une froideur qui fit frissonner l'assemblée. Peut-être parce que tu étais trop occupé à me rabaisser pour prendre la peine de découvrir qui j'étais vraiment. Docteur Rousseau, qui assistait à cette scène avec fascination, s'avança vers Isabeau. Docteur Moreau, je dois avouer que je connais votre réputation. Votre travail sur les transplantations cardiaques robotisées a été une révélation pour notre profession. Merci, docteur Rousseau, répondit Isabeau avec grâce. C'est un domaine passionnant qui évolue constamment. D'ailleurs, nous avons obtenu des résultats prometteurs avec notre dernier protocole expérimental. Marc écoutait cet échange avec une horreur grandissante. Les mots « protocole expérimental »,« transplantation robotisée »,« Harvard Medical School » résonnaient dans sa tête comme autant de coups de marteau. Il réalisait progressivement l'ampleur de sa bêtise, mais aussi l'étendue de la tromperie d'Isabeau. « Pourquoi ?» demanda-t-il d'une voix étranglée. « Pourquoi tu ne m'as jamais dit qui tu étais ?» Isabeau le regarda avec une expression indéchiffrable, mélange de pitié et de mépris. « Parce que je voulais savoir qui tu étais vraiment. Marc, je voulais voir comment tu me traiterais si tu pensais que j'étais inférieur à toi. » Docteur Dubois, qui commençait à saisir la situation, hocha la tête avec compréhension. « Vous avez testé son caractère. Intéressant. Et que découvrez-vous? Que l'homme que je pensais aimer est en réalité un être cruel et superficiel, répondit Isabeau sans détour. Que sa vision de l'amour est conditionnée par le statut social et les diplômes. Que sa capacité d'empathie est inversement proportionnelle à son ego. » Pierre, qui avait écouté en silence, intervint timidement. « Mais Marc, comment as-tu pu ne pas savoir? 2 ans de relation et tu ne connaissais pas le métier de ta fiancée ?» Marc se tourna vers lui avec des yeux hagards. « Elle m'a dit qu'elle avait échoué aux examens. Elle m'a laissé croire qu'elle était une étudiante ratée. Elle m'a menti pendant 2 ans. Je ne t'ai jamais menti, » corrigea Isabeau avec fermeté. « J'ai simplement utilisé mon 2e prénom, Julie, et j'ai laissé tes préjugés combler les blancs. Tu as tiré tes propres conclusions sans jamais me poser une seule question sur ma vie professionnelle. » Docteur Martineau, qui observait la scène avec un mélange d'admiration et de stupeur, s'adressa à Isabeau. « Pardonnez ma curiosité, docteur Moreau, mais cette expérience sociale devait être instructive. » « Instructive et douloureuse, » confirma Isabeau. « J'ai découvert que l'homme que je pensais aimer me méprisait profondément, qu'il était incapable de m'apprécier pour autre chose que mon apparence physique et ma capacité à le servir. » Sarah, qui commençait à comprendre l'ampleur de la situation, demanda « Mais pourquoi avoir supporté cela pendant si longtemps ?» Isabeau réfléchit un moment avant de répondre. « J'imagine que j'espérais découvrir autre chose chez lui, une capacité d'amour inconditionnel, peut-être. Une profondeur que ses origines privilégiées cachaient mal. Et maintenant ?» demanda docteur Dubois avec curiosité. Isabeau regarda Marc, qui se tenait devant elle comme un homme brisé. Ses épaules s'étaient affaissées, son visage avait perdu toute couleur et ses mains tremblaient légèrement. « Maintenant, je pense que cette expérience touche à sa fin. » Thomas, qui avait été le plus sensible du groupe depuis le début, tenta une médiation maladroite. « Peut-être que Marc peut apprendre de cette expérience. Peut-être qu'il peut changer. » Marc releva brusquement la tête, une lueur d'espoir dans les yeux. « Oui, Isabeau, je peux changer. Maintenant que je sais qui tu es vraiment, je peux être différent. Je peux te respecter. » Le rire d'Isabeau fut aussi tranchant qu'une lame de scalpel. « Tu veux me respecter maintenant que tu sais que j'ai un diplôme prestigieux? Tu veux m'aimer maintenant que tu découvres mon statut social? Mais qu'est-ce qui te dit que je suis encore la même personne que celle que tu as humiliée pendant 2 ans ?» Docteur Dubois observait cette confrontation avec l'intérêt d'un scientifique étudiant un phénomène rare. « Vous avez raison, docteur Moreau. Le respect conditionnel n'est pas du respect, c'est de l'opportunisme. » Marc se tourna vers docteur Dubois avec désespoir. « Vous ne comprenez pas. Je l'aime vraiment. J'ai mal agi, c'est tout. Les gens peuvent changer. »« Vraiment ?» demanda Isabeau avec une ironie glaciale. « Tu m'aimes? Et comment appelles-tu ce que tu as fait ce soir? Cette humiliation publique? Cette négation de notre engagement? Cette présentation de moi comme une ratée sans valeur ?» Les invités autour d'eux commençaient à se rapprocher, attirés par cette conversation intense. D'autres médecins, des infirmières, des administrateurs hospitaliers formaient un cercle discret autour du groupe. Ils sentaient qu'ils assistaient à quelque chose d'exceptionnel, une confrontation qui dépassait le simple malentendu conjugal. Docteur Dubois profita de ce moment de tension pour s'adresser directement à Marc. « Jeune homme, puis-je vous demander quel est votre nom complet ?»« Marc Dubois », répondit-il machinalement. « Dubois ? Comme le docteur Chen. Henri Dubois,
Le cardiologue? C'est mon père, confirma Marc avec un reste de fierté. Docteur Philippe Dubois hocha la tête avec compréhension. Ah, je vois. Vous êtes le fils qui postule pour un poste dans mon service. Marc se redressa légèrement, reprenant espoir. Exactement. Mon père vous a parlé de moi. Il m'a dit que vous pourriez être intéressé par mon profil. Intéressé par votre profil, répéta Docteur Dubois, avec une expression indéchiffrable. Effectivement, votre dossier est passé par mon bureau. Des notes moyennes, des évaluations de stages décevantes, et maintenant cette démonstration de personnalité. Le silence qui suivit fut lourd de menaces. Marc commençait à comprendre que sa soirée prenait une tournure catastrophique. Non seulement il découvrait que sa fiancée était une chirurgienne renommée qu'il avait humiliée publiquement, mais il réalisait aussi que son comportement avait été observé par l'homme qui détenait les clés de son avenir professionnel. « Docteur Dubois », tenta-t-il de se justifier, « vous devez comprendre que cette situation est exceptionnelle. Je n'agis pas normalement comme cela. Isabeau m'a trompé. Elle m'a caché sa véritable identité. Elle vous a caché sa véritable identité, répéta Docteur Dubois avec un ton glacial. Et vous, qu'est-ce que vous lui avez révélé de la vôtre? Votre arrogance? Votre mépris pour ceux que vous jugez inférieurs? Votre incapacité à reconnaître la valeur humaine au-delà des diplômes? Isabeau observait cet échange avec une satisfaction grandissante. Elle voyait Marc se débattre dans ses propres contradictions, essayant de sauver les apparences devant l'homme qui pouvait faire ou défaire sa carrière. C'était exactement ce qu'elle avait espéré, même si elle n'avait pas prévu que cela arriverait si tôt. « Vous savez, Docteur Dubois, intervint-elle avec une voix douce mais déterminée. Marc m'a souvent parlé de vous. Il admire beaucoup votre travail. Il rêve de rejoindre votre équipe. Vraiment? Demanda Docteur Dubois, en regardant Marc avec un intérêt nouveau. Et que dit-il exactement de mon travail? Marc déglutit péniblement. Il avait souvent critiqué les méthodes de Docteur Dubois devant Isabeau, les jugeant trop rigides et dépassés. Il avait même laissé entendre qu'il pourrait apporter un sang neuf au service, une approche plus moderne que celle de ce vieux dinosaure, comme il l'appelait en privé. « J'ai beaucoup de respect pour votre expérience, » balbutia-t-il. Isabeau sourit avec malice. « Ce n'est pas exactement ce que tu disais la semaine dernière, Marc. Tu te souviens? Tu parlais de méthodes archaïques et de résistance au changement. » Le visage de Marc devint cendreux. Il lança un regard suppliant vers Isabeau, réalisant qu'elle détenait maintenant des informations compromettantes sur lui. « Isabeau, s'il te plaît quoi ?» demanda-t-elle avec une innocence feinte. « Je ne fais que répéter tes propres mots. Tu n'as pas honte de tes opinions, j'espère. » Docteur Dubois observait cette interaction avec un mélange d'amusement et de dégoût. « Jeune homme, j'ai l'impression que cette soirée révèle beaucoup de choses sur votre personnalité. Et franchement, ce que je découvre n'est pas très engageant. » L'assemblée autour d'eux s'était encore élargie. Des murmures parcoururent la foule, et Marc réalisait avec horreur que son humiliation devenait publique. Dans quelques heures, toute la communauté médicale parisienne connaîtrait l'histoire de l'homme qui avait insulté une chirurgienne renommée en la prenant pour une ratée. « Il y a quelque chose que je ne comprends pas, » intervint Dr Rousseau. « Comment Dr Moreau a-t-elle pu maintenir cette façade pendant si longtemps? Vous devez bien travailler quelque part ?» Isabeau sourit. « J'ai effectivement une activité professionnelle. Je dirige une clinique privée spécialisée dans les opérations cardiaques complexes. Je fais aussi des consultations dans plusieurs hôpitaux européens. Mais Marc pense que je fais du travail administratif. » « Du travail administratif, » répéta Dr Martineau avec incrédulité. « Vous dirigez la clinique Sainte-Anne, n'est-ce pas? L'une des institutions les plus réputées d'Europe, entre autres, » confirma Isabeau modestement. Marc se sentait maintenant complètement dépassé par les événements. Chaque révélation était un nouveau coup porté à son ego déjà chancelant. Il découvrait que la femme qu'il avait méprisée pendant 2 ans était non seulement une chirurgienne brillante, mais aussi une femme d'affaires prospère qui dirigeait une clinique prestigieuse. « Mais pourquoi ?» demanda-t-il d'une voix brisée. « Pourquoi m'avoir fait subir ça ?» Isabeau le regarda avec une expression qui mélangeait tristesse et détermination. « Parce que je voulais croire que l'amour pouvait transcender les différences sociales. Je voulais voir si tu pouvais m'aimer pour ce que je suis, pas pour ce que j'ai accompli. Et maintenant, vous avez votre réponse, » constata Dr Dubois avec gravité. « Maintenant, j'ai ma réponse, » confirma Isabeau. « Et je pense que Marc aussi. » La soirée était loin d'être terminée, mais déjà, tout le monde sentait qu'un point de non-retour avait été franchi. Les masques étaient tombés, les vérités avaient été révélées, et les conséquences de cette confrontation allaient bien au-delà de cette simple soirée de remise de diplôme.
L'atmosphère dans le grand hall de l'hôtel Méridien était devenue électrique. Les révélations successives avaient transformé ce qui devait être une soirée de célébration en un théâtre de confrontation psychologique. Marc se tenait au centre de ce drame, oscillant entre l'incrédulité et la panique, ses certitudes s'effritant une à une sous le poids des preuves qui s'accumulaient contre lui. Son costume bleu marine, si impeccable quelques heures plus tôt, semblait maintenant froissé par la tension, et des gouttes de sueur perlèrent sur son front, malgré la climatisation de la salle. Isabeau observait cette décomposition avec un mélange complexe d'émotions. La satisfaction de voir enfin Marc confronté à ses propres contradictions se mêlait à une tristesse profonde de constater l'ampleur de l'échec de leur relation. Elle avait espéré, jusqu'au dernier moment, découvrir chez lui une capacité d'amour authentique, une profondeur qui aurait justifié ces 2 années de sacrifice. Mais la réalité était implacable. Marc était exactement ce qu'elle avait fini par soupçonner, un homme superficiel et calculateur dont les sentiments étaient conditionnés par l'intérêt personnel. Dr Dubois, qui avait assisté à cette révélation progressive avec l'œil aiguisé du praticien habitué à analyser les comportements humains, décida d'approfondir sa compréhension de la situation. Il connaissait Isabeau depuis plusieurs années et avait toujours admiré son professionnalisme irréprochable, mais cette facette de sa personnalité le surprenait agréablement. La capacité à mener une expérience sociale aussi complexe témoignait d'une intelligence stratégique qu'il n'avait jamais soupçonnée. « Docteur Moreau », dit-il en s'adressant à Isabeau, avec un respect renouvelé, « je dois avouer que votre approche méthodologique est fascinante. Combien de temps avez-vous maintenu cette expérience ?» Isabeau se tourna vers lui avec un sourire qui révélait une détermination froide. « Exactement 2 ans, 3 mois et 16 jours, docteur Dubois. J'ai documenté chaque interaction significative, chaque remarque désobligeante, chaque moment où Marc a révélé sa véritable nature. » Marc, qui écoutait cet échange avec une horreur grandissante, s'écria « Tu m'as espionné, tu as enregistré nos conversations privées, c'est de la manipulation pure et simple. » « Manipulation ?» répéta Isabeau avec une ironie glaciale. « J'ai simplement utilisé mon 2e prénom et laissé tes préjugés naturels s'exprimer. Tu as construit toi-même l'image de la femme ratée que tu voulais voir en moi. » Thomas, qui avait observé cette confrontation avec un malaise croissant, tenta d'intervenir. « Mais enfin, Isabeau, pardon, docteur Moreau, cette méthode était-elle vraiment nécessaire? Vous auriez pu simplement être honnête dès le début. » Isabeau se tourna vers lui avec une expression qui mélangeait patience et fermeté. « Honnête? J'ai été parfaitement honnête sur mes sentiments, mes valeurs, mes aspirations. J'ai simplement omis de mentionner mes diplômes. Est-ce que l'amour ne devrait pas être inconditionnel ?» Sarah, qui commençait à comprendre la logique d'Isabeau, hocha la tête avec approbation. « En fait, c'est plutôt intelligent. Combien de personnes se marient pour les mauvaises raisons? Au moins, vous avez eu une vision claire de ses motivations réelles. » Pierre ajusta ses lunettes nerveusement. Mais le mensonge par omission reste un mensonge. Comment peut-on construire une relation sur une base aussi fragile? La base fragile, rétorqua Isabeau, avec une pointe de colère dans la voix. C'était l'incapacité de Marc à m'aimer pour ce que je suis vraiment. Je lui ai donné 2 ans pour découvrir mes qualités humaines, ma personnalité, mes valeurs. Il a préféré me cataloguer comme une ratée et me traiter en conséquence. Docteur. Martineau, qui avait écouté cet échange avec l'attention d'un professionnel de la santé mentale, intervint. Il y a quelque chose de profondément révélateur dans cette expérience. Elle expose les mécanismes de discrimination sociale qui régissent encore notre société. Marc, qui se sentait de plus en plus acculé, explosa. « Vous ne comprenez pas, elle m'a piégée. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Elle a planifié cette humiliation depuis le début. » « Planifié ?» demanda Isabeau avec un sourire énigmatique. « J'ai simplement observé et documenté. Tu as créé ta propre humiliation par ton comportement. Moi, j'ai juste choisi le moment de révéler la vérité. » Docteur Dubois observait Marc avec un intérêt clinique. « Jeune homme, vous semblez plus préoccupé par votre propre embarras que par la souffrance que vous avez infligée à votre compagne. C'est révélateur de votre caractère. » « Ma souffrance ?» Marc se tourna vers Isabeau avec des yeux exorbités. « Tu parles de souffrance? Tu m'as menti pendant 2 ans. Tu m'as laissé croire que j'étais supérieure à toi. Tu m'as manipulé comme un pantin. Je t'ai donné exactement ce que tu voulais, » répondit Isabeau, avec une froideur qui fit frissonner l'assemblée. Une femme soumise, admirative, qui ne te faisait pas d'ombre. Le problème, c'est que tu n'as jamais cherché à connaître la vraie femme derrière cette façade. Docteur. Rousseau, qui avait observé cette joute psychologique avec fascination, s'adressa à Isabeau.
Mais comment avez-vous supporté ces humiliations répétées? Cela a dû être extrêmement difficile psychologiquement. Isabeau réfléchit un moment avant de répondre. Au début, j'étais curieuse. Je voulais voir jusqu'où irait sa condescendance. Puis, j'ai commencé à documenter systématiquement ses réactions. C'est devenu une étude de cas fascinante sur les mécanismes de domination masculine. Une étude de cas, répéta Marc, incrédule. J'étais ton cobaye? Notre relation était un laboratoire pour tes expériences psychologiques? Notre relation était ton laboratoire, corrigea Isabeau. Tu as testé jusqu'où tu pouvais me rabaisser sans que je parte. J'ai simplement retourné l'expérience contre toi. Un murmure parcourut l'assemblée qui s'était formée autour d'eux. D'autres médecins et professionnels de santé s'étaient rapprochés, attirés par cette confrontation exceptionnelle. Ils assistaient à un cas d'école de manipulation psychologique mutuelle où les rôles de bourreau et de victime s'inversaient sous leurs yeux. Thomas, qui semblait le plus affecté par cette révélation, demanda « Mais les sentiments dans tout ça, vous ne pouvez pas me dire que vous n'avez jamais éprouvé d'amour véritable pour Marc ?» Isabeau se tourna vers Marc avec une expression douloureuse. « J'ai aimé l'homme que je croyais qu'il était. J'ai aimé ses moments de tendresse, ses rires spontanés, ses projets d'avenir, mais cet homme-là n'existait que dans mon imagination. Le vrai Marc, celui qui m'humilie publiquement, celui qui me présente comme une ratée, celui-là, je ne l'ai jamais aimé. Mais je suis le même homme, protesta Marc. J'ai eu des moments de faiblesse. Tout le monde fait des erreurs. Des moments de faiblesse qui durent 2 ans, demanda Dr Dubois avec sarcasme. Des erreurs répétées systématiquement? Non, jeune homme, ce que nous voyons là, c'est votre vraie personnalité. Sarah, qui avait suivi cette conversation avec une attention soutenue, s'adressa à Isabeau. Mais maintenant que tout est révélé, que comptez-vous faire? Vous allez continuer cette relation? Isabeau éclata d'un rire amer. Continuer? Avec un homme qui ne m'a jamais respecté? Avec quelqu'un qui m'a considéré comme inférieur pendant 2 ans? Jamais. Marc, sentant que sa dernière chance lui échappait, se jeta à genoux devant Isabeau, provoquant un mouvement de recul dans l'assemblée. « Isabeau, je t'en supplie, maintenant que je sais qui tu es vraiment, je peux changer. Je peux t'aimer comme tu le mérites. »« Te relève, Marc, » dit Isabeau avec dégoût. « Tu te ridiculises encore plus. Tu veux m'aimer maintenant que tu découvres mes diplômes? Tu veux me respecter maintenant que tu connais mon statut social? C'est exactement ce que je dénonce. » Dr Martineau hocha la tête avec approbation. « Dr Moreau a raison. L'amour conditionnel n'est pas de l'amour, c'est du calcul. » Marc se releva péniblement, son visage strié de larmes. « Mais tout le monde fait des calculs en amour. Personne n'aime vraiment de façon désintéressée. Tu es naïve si tu crois le contraire. Peut-être, admit Isabeau. Mais au moins, maintenant, je sais exactement qui tu es. Et toi, tu sais exactement qui je suis. Nous pouvons enfin être honnêtes l'un envers l'autre. » Pierre, qui avait écouté cet échange avec une fascination horrifiée, demanda « Mais comment allez-vous gérer les conséquences? Cette histoire va faire le tour du milieu médical. » Isabeau haussa les épaules avec indifférence. « Moi, je n'ai rien à cacher. Mon comportement professionnel est irréprochable. Marc, en revanche, elle laissa sa phrase en suspens, mais le sous-entendu était clair pour tous. Marc réalisa avec horreur que sa réputation était maintenant entre les mains de la femme qui l'avait humilié pendant 2 ans. « Tu ne peux pas me détruire professionnellement, » dit-il avec un désespoir grandissant. « Tu n'as pas le droit !»« Le droit ?» répéta Isabeau avec un sourire glacial. « J'ai le droit de dire la vérité sur ton comportement. J'ai le droit de partager mon expérience avec mes collègues. J'ai le droit de protéger d'autres femmes de tes humiliations. » Dr Dubois, qui observait cette confrontation avec un intérêt professionnel, intervint. « Il y a quelque chose que je ne comprends pas, Dr Moreau. Comment avez-vous pu maintenir votre activité professionnelle tout en menant cette expérience? Vos collègues ne se sont jamais posé de questions? J'ai compartimenté ma vie, » expliqua Isabeau. Au travail, j'étais Dr Julie Moreau, chirurgienne respectée. Dans ma vie privée, j'étais Isabeau, la petite amie ratée de Marc. Seuls quelques proches connaissèrent la vérité. « C'est de la schizophrénie », s'exclama Marc. « Tu as mené une double vie? Comment peux-tu prétendre que c'était sain? Plus sain que de vivre avec un homme qui me méprisait, » rétorqua Isabeau. « Au moins, dans ma vie professionnelle, j'étais respecté pour mes compétences. » Thomas, qui semblait de plus en plus mal à l'aise, demanda. « Mais vos collègues de travail? Ils ne vous ont jamais posé de questions sur votre vie privée? » « Bien sûr que si, » admit Isabeau. « Ils me demandaient pourquoi je restais avec quelqu'un qui me rabaissait constamment. Je leur disais que j'aimais Marc malgré ses défauts. Ils pensaient que j'étais une femme battue psychologiquement. »« Et vous l'étiez, » déclara Dr Rousseau avec conviction. «
Violence physique ou pas, ce que vous décrivez est de la violence psychologique caractérisée. Marc protesta vigoureusement. Je n'ai jamais été violent. J'ai peut-être été maladroit, mais jamais violent. La violence psychologique n'est pas moins destructrice que la violence physique, répondit Dr Rousseau. Humilier systématiquement quelqu'un, le rabaisser, nier sa valeur, c'est de la violence. Mais elle mentait, cria Marc. Elle m'a trompé sur son identité. Comment pouvez-vous prendre sa défense? Dr Dubois se tourna vers lui avec une expression de mépris à peine dissimulée. Jeune homme, même si elle avait vraiment été une étudiante ratée, cela justifiait-il votre cruauté? Même si elle avait vraiment échoué à ses examens, aviez-vous le droit de l'humilier publiquement? Le silence qui suivit cette question fut assourdissant. Marc réalisa qu'il n'avait pas d'argument défendable. Quelles que soient les qualifications d'Isabeau, son comportement était indéfendable. Vous avez révélé votre vraie nature, continua Dr Dubois. Vous êtes un homme qui se sent supérieur en rabaissant les autres. C'est un trait de caractère incompatible avec la profession médicale. Vous ne pouvez pas juger toute ma personnalité sur une soirée difficile, protesta Marc. 2 ans, corrigea Isabeau. 2 ans de comportement systématique. Ce n'est pas une soirée difficile, c'est un pattern de conduite. Sarah, qui avait observé cette dégradation avec une fascination morbide, demanda « Mais comment finit cette histoire ? Vous allez vous séparer, évidemment, mais que se passe-t-il après ?» Isabeau regarda Marc avec une expression indéchiffrable. Après, Marc va découvrir les vraies conséquences de ses actes. Il va apprendre que les actions ont des répercussions, que les mots peuvent détruire, que la cruauté se paie toujours. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Marc, une peur nouvelle dans la voix. « Tu le découvriras bien assez tôt », répondit Isabeau avec un sourire énigmatique. « Pour l'instant, contentons-nous de savourer ce moment de vérité. Après 2 ans de mensonges et d'humiliation, nous voici enfin face à face, sans masque, sans faux semblant. » Pierre, qui avait écouté cet échange avec une inquiétude grandissante, demanda « Docteur Moreau, vous ne préparez pas quelque chose de... disproportionné, j'espère ?» Isabeau se tourna vers lui avec un sourire innocent. « Disproportionné ? Je ne prépare rien du tout. Je vais simplement laisser la vérité faire son œuvre. Marc va découvrir que dans la vie, comme en médecine, les diagnostics erronés ont des conséquences. » Docteur Martineau, qui avait suivi cette conversation avec un intérêt professionnel, intervint. Il y a quelque chose de profondément troublant dans cette histoire. Elle révèle les failles de notre système de formation médicale. Comment avons-nous pu produire des médecins avec si peu d'empathie? La formation technique ne remplace pas l'éducation humaine, répondit Dr Dubois. Nous formons des techniciens, pas nécessairement des soignants. Marc, qui sentait la conversation lui échapper complètement, tenta une dernière fois de reprendre le contrôle. Tout cela est très philosophique, mais nous avons un problème concret à résoudre. Isabeau, nous devons parler en privé. En privé ? Répéta Isabeau avec amusement. Après m'avoir humilié publiquement, tu veux maintenant parler en privé ? Non, Marc. Cette conversation a lieu ici, devant témoins. Plus jamais je ne serai seul avec toi. Tu as peur de moi ? Demanda Marc avec incrédulité. Peur ? Non. Dégoûté ? Absolument, répondit Isabeau sans hésitation. Tu m'as montré qui tu étais vraiment. Je n'ai plus rien à découvrir. Docteur. Rousseau, qui observait cette décomposition avec une tristesse professionnelle, demanda « Marc, vous ne ressentez vraiment aucun remords pour la souffrance que vous avez infligée ?» Marc hésita un long moment avant de répondre « Je regrette que les choses se soient passées ainsi. Mais Isabeau m'a trompé aussi. Nous avons tous les deux nos torts. » « Nos torts ?» répéta Isabeau avec incrédulité. « Tu persistes à établir une équivalence entre ta cruauté et ma stratégie défensive. Tu ne comprends vraiment rien. Je comprends que tu m'as manipulé, cria Marc. Je comprends que tu m'as utilisé comme un rat de laboratoire. Je comprends que tu as planifié cette humiliation depuis le début. J'ai planifié de découvrir qui tu étais vraiment, corrigea Isabeau. Tu as planifié de me détruire psychologiquement. La différence est fondamentale. Docteur. Dubois, qui avait assisté à cette escalade avec un intérêt clinique, décida d'intervenir. Je pense que nous avons fait le tour de la question. Docteur Moreau, accepteriez-vous de déjeuner avec moi la semaine prochaine ? J'aimerais discuter de certains projets qui pourraient vous intéresser. Avec plaisir, docteur Dubois, répondit Isabeau avec un sourire chaleureux. J'ai justement quelques idées à vous proposer. Marc réalisa avec horreur que sa vie professionnelle et personnelle s'écroulaient simultanément. Non seulement il perdait Isabeau, mais il voyait aussi ses chances de carrière s'amenuiser sous ses yeux. « Docteur Dubois », tenta-t-il désespérément, «
Vous ne pouvez pas juger mes compétences professionnelles sur ma vie privée. » « Vraiment ?» demanda Dr Dubois avec ironie. « Un médecin qui manque d'empathie au point d'humilier sa propre compagne ? Un homme qui juge les gens sur leurs échecs supposés ? Non, jeune homme. Je ne peux pas dissocier votre comportement personnel de vos aptitudes professionnelles. » La soirée touchait à sa fin, mais pour Marc, elle marquait le début d'une descente aux enfers qu'il n'avait pas vu venir. Isabeau, quant à elle, se préparait à révéler le dernier acte de sa stratégie, celui qui allait définitivement sceller le sort de l'homme qui l'avait humilié pendant 2 ans. 2 heures s'étaient écoulées depuis la révélation initiale de l'identité d'Isabeau, et l'atmosphère dans le hall de l'hôtel Méridien avait pris une dimension surréaliste. Les derniers invités s'attardaient, fascinés par ce drame humain qui se déroulait sous leurs yeux. Les serveurs commençaient à débarrasser discrètement les tables, jetant des regards curieux vers le petit groupe qui continuait à monopoliser l'attention générale. Les lustres de cristal projetaient une lumière dorée sur cette scène de confrontation, créant une ambiance théâtrale qui amplifiait l'intensité dramatique de la situation. Marc s'était installé sur l'une des chaises rembourrées près de la grande baie vitrée, ses épaules affaissées trahissant l'épuisement émotionnel qui l'accablait. Son costume bleu marine, si impeccable en début de soirée, présentait maintenant des plis de fatigue, et sa cravate bordeaux pendait légèrement de travers. Il tenait sa tête entre ses mains, massant ses tempes avec des gestes mécaniques, comme s'il espérait effacer par ce rituel les révélations catastrophiques des dernières heures. De temps en temps, il relevait la tête pour observer Isabeau avec un mélange de fascination horrifiée et de résignation croissante. Isabeau, quant à elle, semblait avoir puisé une énergie nouvelle dans cette libération de sa véritable personnalité. Elle se tenait droite, élégante, conversant avec Dr Dubois et les autres médecins présents avec l'aisance professionnelle qu'elle avait cachée pendant 2 longues années. Ses yeux verts brillaient d'une lueur de satisfaction contrôlée et un léger sourire jouait sur ses lèvres, comme si elle savourait chaque instant de cette revanche si longtemps attendue. Elle avait retiré ses boucles d'oreilles en perles, les tenant délicatement dans sa main gauche, geste inconscient qui trahissait une préparation mentale pour ce qui allait suivre. Dr Dubois consultait discrètement sa montre Patek Philippe, ses sourcils froncés révélant une préoccupation grandissante. Il avait accepté l'invitation à cette soirée par politesse professionnelle, mais les événements prenaient une tournure qui dépassait largement ses attentes. En tant que chef de service respecté, il avait l'habitude des drames humains, mais rarement il avait assisté à une déconstruction psychologique aussi méthodique et publique. Il observait Isabeau avec un respect nouveau, reconnaissant en elle une stratège redoutable sous son apparence de femme blessée. Thomas, Sarah et Pierre formaient un triangle de spectateurs privilégiés, échangeant des regards inquiets et des murmures occasionnels. Ils avaient commencé la soirée en tant que collègues célébrant leur réussite commune et se retrouvaient maintenant témoins involontaires d'une vengeance orchestrée avec une précision chirurgicale. Thomas, le plus sensible du groupe, ne cessait de jouer avec sa alliance en or, signe de son malaise profond face à cette situation qui remettait en question ses propres certitudes sur l'amour et la manipulation. « Docteur Moreau, » dit docteur. Dubois, en s'approchant d'Isabeau avec une gravité nouvelle dans la voix, « Je crois qu'il est temps que nous abordions un sujet plus pratique. Vous m'avez mentionné tout à l'heure que Marc avait postulé pour un poste dans mon service ?» Isabeau se tourna vers lui avec un sourire qui ne présageait rien de bon pour Marc. « Effectivement, docteur Dubois. Marc m'a longuement parlé de ses ambitions professionnelles. Il rêve de rejoindre votre équipe de chirurgie cardiaque. » Marc releva brusquement la tête, une lueur d'espoir traversant son regard. Malgré tout ce qui s'était passé, il conservait un fragment d'optimisme concernant sa carrière. Après tout, son père était un cardiologue respecté, et les relations familiales avaient toujours compté dans le milieu médical français. Il se redressa légèrement, tentant de retrouver une contenance professionnelle. « Docteur. »« Dubois, » intervint-il avec une voix qu'il espérait assurer. « J'espère sincèrement que les événements de ce soir n'affecteront pas votre jugement sur mes compétences médicales. Ma vie privée et ma carrière sont 2 domaines distincts. » Docteur Dubois le regarda avec une expression indéchiffrable. « Vraiment ? Vous pensez qu'un médecin peut dissocier sa personnalité de sa pratique professionnelle ? Intéressant ?» Isabeau s'avança d'un pas, ses talons claquant sur le sol de marbre avec une précision militaire. « Docteur Dubois, j'ai quelque chose d'important à vous révéler concernant la candidature de Marc. Quelque chose qui pourrait éclairer votre décision. » Marc sentit son estomac se nouer. Il connaissait assez Isabeau pour savoir qu'elle ne bluffait jamais. « Isabeau, qu'est-ce que tu vas encore inventer ?»« Inventer ?» répéta-t-elle avec une innocence feinte. « Je ne vais rien inventer, Marc. Je vais simplement partager des faits.
des faits que j'ai soigneusement documentés pendant notre relation. Dr Martineau et Dr Rousseau se rapprochèrent, intrigués par cette nouvelle révélation imminente. L'assemblée, qui commençait à se disperser, se reforma spontanément autour du groupe, sentant qu'un nouveau rebondissement se préparait. « Voyez-vous, docteur. Dubois, continua Isabeau avec un calme déconcertant. Pendant ces 2 années, Marc m'a souvent fait part de ses opinions sur votre travail. Il a des idées très arrêtées sur vos méthodes. Marc blêmit instantanément. Isabeau, ne fais pas ça. Tu sais que j'avais bu ce soir-là. Mes paroles ont dépassé ma pensée. Ah bon? Demanda Isabeau avec surprise feinte. Pourtant, tu as répété ces opinions à plusieurs reprises, et toujours en étant parfaitement sobre. Docteur, Dubois croisa les bras, son expression devenant glaciale. Je suis tout oui, docteur Moreau. Quelles sont exactement les opinions de monsieur Dubois sur mon travail? Isabeau sortit son téléphone portable de son sac à main, un geste qui fit frémir Marc. Elle avait mentionné avoir documenté leur relation, mais il n'avait pas réalisé l'ampleur de cette documentation. Marc m'a expliqué à plusieurs reprises que vos techniques s'étaient dépassées. Je cite, « Ce vieux dinosaure refuse d'évoluer avec son temps. Il s'accroche à des méthodes archaïques par pure nostalgie. » Fin de citation. Le silence qui suivit fut absolument glacial. Dr Dubois regardait Marc avec une expression où se mélangeaient incrédulité et dégoût. Thomas laissa échapper un sifflement étouffé, tandis que Sarah porta sa main à sa bouche, horrifiée par l'ampleur de la gaffe. « Ce ne sont pas mes paroles exactes, » protesta Marc désespérément. « Isabeau déforme mes propos. Elle les sort de leur contexte. »« Vraiment ?» demanda Isabeau en manipulant son téléphone avec dextérité. « Voulez-vous que je vous fasse écouter l'enregistrement, docteur Dubois ? J'ai gardé plusieurs conversations particulièrement édifiantes. » Marc se leva d'un bond, la panique déformant ses traits. « Tu m'as enregistré à mon insu. C'est illégal. Tu n'as pas le droit. En France, l'enregistrement d'une conversation privée est légal, si l'une des parties y consent, » répondit Isabeau, avec un sourire glacial. « J'étais partie prenante de ces conversations. J'avais donc parfaitement le droit de les enregistrer. » Dr Dubois leva la main pour rétablir le calme. « Ce ne sera pas nécessaire, docteur Moreau. Les faits que vous rapportez sont suffisamment éloquents. » Il se tourna vers Marc avec une froideur polaire. « Monsieur Dubois, permettez-moi de vous dire que votre candidature vient de prendre une tournure très défavorable. » Pierre, qui avait écouté cet échange avec une fascination horrifiée, demanda. « Mais il y a autre chose, n'est-ce pas? Je sens que ce n'est pas fini. » Isabeau hocha la tête avec satisfaction. « Effectivement, Pierre, il y a autre chose. Quelque chose de bien plus grave que de simples opinions déplacées. » Marc se rassit lourdement, comme un homme qui vient de recevoir un coup fatal. « Isabeau, arrête. Tu vas trop loin. Nous pouvons encore arranger les choses. »« Arranger les choses ?» répéta Isabeau avec un rire cristallin. « Comme tu as arrangé notre relation pendant 2 ans? Comme tu as arrangé ma présentation ce soir? Non, Marc, il est trop tard pour arranger quoi que ce soit. » Docteur Rousseau, qui observait cette escalade avec l'œil professionnel d'une psychiatre, intervint. « Docteur Moreau, j'espère que vous mesurez la portée de vos révélations. Vous êtes en train de détruire la carrière d'un homme. »« Je ne détruis rien, » répondit Isabeau avec fermeté. « Je révèle simplement la vérité. Marc a détruit sa propre carrière par son comportement. Moi, je ne fais que documenter les faits. » Thomas, visiblement bouleversé par cette tournure des événements, demanda. « Mais qu'est-ce qu'il a fait de si grave, à part les commentaires déplacés sur Docteur Dubois ?» Isabeau regarda Marc avec une expression qui mélangeait triomphe et tristesse. Marc a falsifié certains de ses rapports de stage. Il a menti sur ses résultats d'examen. Il a utilisé le nom de son père pour obtenir des faveurs qu'il ne méritait pas. L'accusation tomba comme un coup près. Marc bondit de sa chaise, le visage déformé par la rage et la peur. « C'est faux. Tu mens. Tu n'as aucune preuve. »« Aucune preuve ?» demanda Isabeau en sortant une enveloppe de son sac. « J'ai ici des copies de tes vrais résultats d'examen, obtenus grâce à mes contacts dans l'administration universitaire. J'ai aussi les témoignages de plusieurs étudiants qui t'ont vu falsifier tes rapports de stage. » Docteur Dubois tendit la main vers l'enveloppe. « Puis-je examiner ces documents ?» Isabeau lui remit l'enveloppe avec solennité. « Bien entendu. Vous constaterez que Marc a obtenu son diplôme avec la note minimale, alors qu'il prétend avoir été dans les premiers de sa promotion. » Marc tenta de s'emparer de l'enveloppe, mais Dr Martineau l'intercepta fermement. « Laissez Dr Dubois examiner ces documents, jeune homme. » Dr Dubois ouvrit l'enveloppe et parcourut rapidement les documents. Son expression se durcit progressivement, ses mâchoires se contractant sous l'effet de la colère contenue. « Ces documents semblent authentiques. Si c'est le cas, nous avons affaire à de la fraude académique. »
Sarah, qui avait observé cette scène avec horreur, demanda « Marc, c'est vrai, tu as vraiment triché ?» Marc ne répondit pas, son silence valant tous les aveux. Il regardait fixement le sol, ses épaules secouées par des tremblements incontrôlables. « Il y a plus », continua Isabeau impitoyablement. Marc a aussi menti sur ses expériences pratiques. Il prétend avoir assisté à des opérations où il n'était même pas présent. Il a inventé des cas cliniques pour impressionner ses professeurs. Pierre ajusta nerveusement ses lunettes. « Mais comment avez-vous découvert tout cela ?»« En 2 ans de relation, on apprend beaucoup de choses, » répondit Isabeau. Marc était très bavard quand il pensait s'adresser à une femme stupide. Il se vantait de ses petites combines, pensant que je ne comprendrais pas les implications. Dr Dubois referma l'enveloppe avec un claquement sec. « Monsieur Dubois, non seulement votre candidature est rejetée, mais je vais également signaler ces irrégularités au Conseil de l'Ordre. » Marc releva brusquement la tête, la terreur déformant ses traits. « Vous ne pouvez pas faire ça. Mon père, ma famille, ma carrière serait finie. »« Votre carrière est déjà finie, » répondit Dr Dubois avec une froideur implacable. Un médecin qui triche pendant ses études trichera également avec ses patients. C'est inacceptable. Thomas, qui semblait de plus en plus mal à l'aise, demanda « Isabeau, docteur Moreau, pourquoi avoir attendu si longtemps pour révéler tout cela ?» Isabeau se tourna vers lui avec un sourire énigmatique. « Parce que je voulais que Marc comprenne exactement pourquoi sa vie s'écroulait. Je voulais qu'il fasse le lien entre ses humiliations répétées et les conséquences qu'il subissait. » Marc se dirigea vers Isabeau d'un pas chancelant, les mains tendues dans un geste de supplication. « Isabeau, je t'en supplie. Tu peux détruire ma vie personnelle, mais ne détruis pas ma carrière. Pense à mes parents, à ma famille. »« Penser à ta famille ?» répéta Isabeau avec incrédulité. « Comme tu as pensé à moi quand tu m'humiliais devant tes amis, comme tu as pensé à mes sentiments quand tu me présentais comme une ratée. » Docteur Rousseau, qui observait cette confrontation avec l'œil clinique d'une professionnelle de la santé mentale, intervint. « Docteur, Moreau, je comprends votre colère, mais cette vengeance ne risque-t-elle pas de vous consumer vous aussi ?» Isabeau réfléchit un moment avant de répondre. « Docteur Rousseau, pendant 2 ans, j'ai enduré l'humiliation quotidienne. J'ai accepté d'être rabaissé, méprisé, traité comme une sous-citoyenne. Cette révélation n'est pas de la vengeance, c'est de la justice. » Sarah, qui avait suivi cette joute psychologique avec fascination, demanda « Mais maintenant que tout est révélé, que comptez-vous faire? Vous sentez-vous libéré ?» Isabeau regarda autour d'elle, observant les visages de l'assemblée qui l'entourait. Libéré? Oui, en quelque sorte. Libéré du mensonge, libéré de la soumission, libéré de l'illusion. Marc, qui semblait avoir épuisé toutes ses défenses, s'effondra de nouveau sur sa chaise. « Tu as gagné, Isabeau. Tu as détruit ma vie. J'espère que tu es satisfaite. »« Satisfaite ?» répéta Isabeau avec amertume. « Non, Marc, je ne suis pas satisfaite. Je suis soulagée. Soulagée de ne plus avoir à porter le masque de la femme soumise. Soulagée de ne plus avoir à endurer tes humiliations. Soulagée de pouvoir enfin être moi-même. » Docteur Dubois, qui avait observé cette confrontation avec l'attention d'un scientifique étudiant un phénomène rare, s'adressa à Isabeau. « Docteur Moreau, accepteriez-vous de témoigner officiellement sur les irrégularités que vous avez documentées ?»« Bien entendu, » répondit Isabeau sans hésitation. « J'ai le devoir moral de protéger les futurs patients de Marc. Un médecin malhonnête est un danger public. » Thomas, qui semblait de plus en plus accablé par cette révélation, demanda « Mais nous, ses collègues, nous ne savions rien. Nous avons étudié avec lui pendant des années. »« Vous ne saviez rien parce que vous ne vouliez rien savoir, » répondit Isabeau avec perspicacité. Marc était protégé par son nom de famille, par ses relations. Personne ne posait de questions dérangeantes. Pierre hocha la tête avec tristesse. C'est vrai, nous étions tous impressionnés par ses connexions familiales. Nous ne remettions jamais en question ses succès. Docteur Martineau, qui avait écouté cet échange avec attention, intervint. Cette histoire révèle un problème systémique dans notre formation médicale. Nous accordons trop d'importance aux relations familiales et pas assez aux compétences réelles. Marc, qui avait écouté cette conversation avec un mélange de rage et de désespoir, explosa soudain. « Vous parlez de moi comme si j'étais un monstre. J'ai fait des erreurs, d'accord, mais qui n'en fait pas? Vous êtes tous parfaits, peut-être ? » « Nous ne prétendons pas être parfaits, » répondit Dr Dubois. « Mais nous n'avons pas triché pour obtenir nos diplômes. Nous n'avons pas humilié nos compagnes pour nous sentir supérieurs. » Isabeau observait Marc avec un mélange de pitié et de dégoût. « Marc, même maintenant, tu ne comprends pas.
Tu ne vois pas la différence entre des erreurs humaines normales et un pattern de comportement toxique. Un pattern de comportement toxique, répéta Mark avec amertume. Belle expression psychologique. Tu as vraiment tout planifié, n'est-ce pas? Cette soirée, ces révélations, cette humiliation publique. J'ai planifié de dire la vérité, corrigea Isabeau. Tout le reste, tu l'as créé toi-même par ton comportement. Docteur Rousseau, qui observait cette décomposition avec inquiétude, demanda « Mark, comment vous sentez-vous maintenant? Avez-vous besoin d'aide psychologique ?» Mark éclata d'un rire hystérique. « Aide psychologique? C'est elle qui a besoin d'aide. Elle a mené une double vie pendant 2 ans. Elle a manipulé tout le monde. Et c'est moi qui aurais besoin d'aide? » « Oui, » répondit Dr Rousseau avec fermeté. « Vous avez clairement des difficultés à accepter la réalité et à assumer la responsabilité de vos actes. » Isabeau regarda sa montre Cartier, constatant que la soirée avançait. « Je pense que nous avons fait le tour de la question. Mark, tu connais maintenant les conséquences de tes actes? Moi, je peux enfin tourner la page. »« Tourner la page ?» demanda Mark avec désespoir. « Et moi, qu'est-ce que je deviens dans ton histoire ?» Isabeau le regarda avec une expression indéchiffrable. « Toi, Mark, tu deviens exactement ce que tu as toujours été, un homme qui doit assumer les conséquences de ses choix. » La soirée touchait à sa fin, mais pour Mark, elle marquait le début d'une chute libre dont il ne mesurait pas encore toute l'ampleur. Les révélations d'Isabeau n'étaient que le prélude à une destruction méthodique qui allait bien au-delà de cette simple confrontation publique. L'atmosphère dans le grand hall de l'hôtel Méridien était devenue suffocante. Les derniers invités, témoins malgré eux de cette confrontation psychologique sans précédent, formaient maintenant un cercle compact autour du groupe principal. Leurs visages reflétaient un mélange de fascination morbide et d'embarras profond, comme des spectateurs assistant à un accident de voiture dont ils ne pouvaient détourner le regard. Les serveurs avaient cessé leurs activités de nettoyage, captivés eux aussi par ce drame humain qui se déroulait sous leurs yeux avec une intensité théâtrale. Mark se tenait maintenant debout près de la grande baie vitrée, dos à l'assemblée, regardant fixement la nuit parisienne qui s'étendait au-delà des vitres. Ses épaules tremblaient imperceptiblement, et sa respiration était devenue irrégulière, saccadée. Il avait retiré sa veste de costume qu'il tenait mollement dans sa main droite, révélant une chemise blanche froissée et tachée de sueur. Sa cravate bordeaux pendait maintenant complètement dénouée autour de son cou, comme un symbole de sa déchéance progressive. Les reflets de la ville dans la vitre créaient des ombres mouvantes sur son visage défait, accentuant l'expression de désespoir qui s'y était installée. Isabeau observait cette décomposition avec un mélange complexe d'émotions. La satisfaction qu'elle ressentait était teintée d'une mélancolie inattendue, comme si la destruction de Mark révélait aussi la mort définitive de l'amour qu'elle avait pu éprouver pour lui. Elle serrait dans sa main gauche les boucles d'oreilles en perles qu'elle avait retirées plus tôt, ce geste inconscient trahissant une tension intérieure qu'elle s'efforçait de dissimuler. Sa robe noire, si élégante en début de soirée, semblait maintenant porter le poids symbolique d'un deuil, celui de 2 années de sa vie sacrifiées sur l'autel d'une expérience douloureuse. Dr Dubois consultait régulièrement sa montre, visiblement partagé entre son devoir professionnel d'évaluer la situation et son malaise personnel face à cette destruction méthodique. En tant que médecin expérimenté, il avait l'habitude des drames humains, mais rarement il avait assisté à une vengeance orchestrée avec une telle précision chirurgicale. Il échangeait des regards inquiets avec ses collègues, tous conscients qu'ils étaient en train de vivre un moment qui marquerait leur carrière et leur conscience. Thomas, Sarah et Pierre formaient un triangle de spectateurs privilégiés, leurs visages reflétant l'évolution de leurs sentiments au fil des révélations. Thomas, le plus empathique du groupe, ne cessait de passer sa main dans ses cheveux blonds, geste nerveux qui trahissait son malaise croissant. Sarah observait alternativement Mark et Isabeau, comme si elle essayait de comprendre les mécanismes psychologiques complexes qui régissaient cette confrontation. Pierre, quant à lui, ajustait ses lunettes avec une fréquence obsessionnelle, signe évident de son stress face à cette situation qui dépassait largement ses compétences sociales. « Mark !» dit finalement Isabeau d'une voix douce mais ferme, brisant le silence pesant qui s'était installé. « Il est temps que tu te retournes et que tu affrontes la réalité. » Mark demeura immobile quelques secondes supplémentaires, comme s'il espérait que cette confrontation n'était qu'un cauchemar dont il pouvait encore s'éveiller. Puis, lentement, il se retourna vers l'assemblée, révélant un visage ravagé par les larmes et la défaite. Ses yeux, habituellement si sûrs d'eux, étaient maintenant injectés de sang et cernés de fatigue. Il tentait de contrôler les tremblements de ses lèvres,
mais son corps entier trahissait l'effondrement psychologique qu'il subissait. « Qu'est-ce que tu veux encore, Isabeau ?» demanda-t-il d'une voix brisée. « Tu n'as pas assez détruit? Tu veux que je m'agenouille devant tout le monde? Que je te supplie publiquement ?» Isabeau secoua la tête avec une expression qui mélangeait fermeté et tristesse. « Je ne veux pas ton humiliation, Marc. Je veux ton honnêteté. Pour une fois dans ta vie, sois honnête avec toi-même et avec les autres. »« Honnête ?» répéta Marc avec un rire amer. « Tu parles d'honnêteté après m'avoir menti pendant 2 ans? Après avoir manipulé chaque moment de notre relation ?» Docteur Rousseau, qui observait cet échange avec l'œil professionnel d'une psychiatre, intervint doucement. « Marc, Isabeau vous demande de reconnaître votre responsabilité dans cette situation. C'est différent de l'humiliation. » Marc se tourna vers elle avec des yeux hagards. « Ma responsabilité est la sienne. Elle a orchestré cette destruction depuis le début. Elle a planifié ma chute avec une précision machiavélique. J'ai documenté tes actions, » corrigea Isabeau avec calme. « Tu as créé ta propre chute par ton comportement. Moi, j'ai simplement choisi le moment de révéler la vérité. » Thomas, qui n'avait pas parlé depuis plusieurs minutes, s'avança timidement vers Marc. « Mon vieux, peut-être qu'il faut que tu acceptes ce qui s'est passé. Peut-être qu'il faut que tu reconnaisses tes erreurs. » Marc le regarda avec incrédulité. « Mes erreurs et les siennes. Elle m'a utilisé comme un cobaye. Elle a fait de notre relation un laboratoire psychologique. Un laboratoire que tu as créé toi-même, » répondit Sarah avec une perspicacité nouvelle. « Elle n'a fait que réagir à ton comportement initial. » Marc se tourna vers elle avec colère. « Toi aussi, tu prends sa défense? Vous ne voyez pas qu'elle est dangereuse? Qu'elle est capable de manipuler n'importe qui pour arriver à ses fins ?» Docteur Martineau, qui avait observé cette escalade avec inquiétude, décida d'intervenir. « Marc, votre réaction révèle exactement ce qu'Isabeau dénonce. Même confronté aux preuves de votre comportement, vous refusez d'assumer vos responsabilités. » « Quelle responsabilité ?» explosa Marc. « D'avoir aimé une femme? D'avoir cru qu'elle était ce qu'elle prétendait être? D'avoir été trompé pendant 2 ans ?» Isabeau s'avança d'un pas, ses talons claquant sur le sol avec une détermination glaciale. « Tu n'as jamais aimé une femme, Marc. Tu as aimé l'idée d'avoir une femme soumise qui admirait ta supposée supériorité. Tu as aimé le sentiment de domination que je te procurais. »« C'est faux !» cria Marc, des larmes coulant maintenant librement sur ses joues. « Je t'aimais vraiment. J'avais des projets avec toi. J'imaginais notre avenir ensemble. »« Quel avenir ?» demanda Isabeau avec une ironie douloureuse. « Un avenir où tu continuerais à me présenter comme une ratée? Un avenir où tu nierais nos fiançailles devant tes collègues? Un avenir où je resterais dans l'ombre de ta brillante carrière ?» Pierre, qui avait écouté cet échange avec une fascination horrifiée, intervint. « Mais Marc, tu dois reconnaître que ton comportement ce soir était inacceptable. Même si Isabeau t'avait vraiment menti, cela ne justifiait pas tes humiliations publiques. » Marc se tourna vers lui avec désespoir. « Vous ne comprenez pas. Elle m'a rendu fou. Elle m'a poussé à bout avec ses mensonges. Elle m'a manipulé pour que je révèle le pire de moi-même. Le pire de toi-même était déjà là, » répondit Isabeau avec une froideur implacable. « Je n'ai fait que créer les conditions pour qu'il s'exprime librement. » Docteur Dubois, qui avait observé cette confrontation avec une attention soutenue, décida de recentrer la discussion. « Monsieur Dubois, au-delà des aspects personnels de cette situation, il y a les questions professionnelles que nous ne pouvons ignorer. » Marc releva la tête avec un espoir pathétique. « Docteur Dubois, vous ne pouvez pas juger ma carrière sur ma vie privée. Donnez-moi une chance de prouver mes compétences. »« Vos compétences ?» répéta Docteur Dubois avec sarcasme. « Les compétences que vous avez acquises en trichant, les expériences que vous avez inventées, les résultats que vous avez falsifiés. » Le visage de Marc se décomposa davantage, comme si ces mots étaient autant de coups physiques. « J'ai peut-être exagéré certaines choses, mais tous les étudiants le font. C'est normal d'embellir son parcours. Embellir et falsifier sont 2 choses différentes, » répliqua Docteur Dubois avec fermeté. « Ce que Docteur Moreau a documenté dépasse largement l'embellissement normal. » Sarah, qui commençait à comprendre l'ampleur des implications, demanda « Isabeau, comment avez-vous découvert toutes ces irrégularités ? Cela a dû demander des efforts considérables. » Isabeau sourit avec amertume. « Quand on vit avec quelqu'un pendant 2 ans, on apprend beaucoup de choses. » Marc était très bavard quand il pensait s'adresser à une femme stupide. Il se vantait de ses petites combines, pensant que je ne comprendrais jamais les implications. Thomas secoua la tête avec incrédulité. « Mais pourquoi avoir attendu si longtemps ? Pourquoi ne pas avoir révélé tout cela plus tôt ? » « Parce que j'espérais encore qu'il changerait, » admit Isabeau avec une tristesse palpable. «
parce que j'espérais découvrir chez lui une capacité d'amour authentique qui aurait justifié mes sacrifices. Marc s'effondra littéralement sur l'une des chaises, son corps incapable de supporter plus longtemps le poids de ses émotions. « Isabeau, je t'en supplie, tu peux me détruire personnellement, mais ne détruis pas ma carrière. Pense à ma famille, à mes parents. »« Tes parents » répéta Isabeau avec incrédulité. « Ceux qui t'ont appris que ton nom de famille te donnait tous les droits, ceux qui t'ont enseigné que tu étais supérieur aux autres par nature. Docteur. » Martineau hocha la tête avec compréhension. Cette histoire révèle un problème systémique dans notre société. Les privilèges familiaux créent parfois des individus déconnectés de la réalité. Marc releva la tête vers Dr Martineau avec une lueur de colère. « Mes parents sont des médecins respectés, ils ont consacré leur vie à soigner les autres. Vous n'avez pas le droit de les critiquer. »« Je ne critique pas leur travail médical, » répondit Dr Martineau calmement. « Je questionne leur méthode d'éducation qui a produit un homme incapable d'empathie. » Pierre, qui observait cette décomposition avec un malaise croissant, demanda « Mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? Comment cette histoire va-t-elle se terminer ?» Isabeau regarda Marc avec une expression indéchiffrable. « Cette histoire se termine par la vérité, Pierre. La vérité sur Marc, la vérité sur moi, la vérité sur notre relation. Et après la vérité ?» insista Thomas. « Après la vérité, les conséquences, » répondit Isabeau, avec une détermination glaciale. Marc va découvrir que les actions ont des répercussions, que les mots peuvent te détruire, que la cruauté se paie toujours. Marc se redressa avec difficulté, essayant de rassembler les derniers fragments de sa dignité. « Isabeau, si tu fais ça, tu détruis aussi ton propre avenir. Qui voudra faire confiance à une femme capable d'une telle manipulation ?» Isabeau éclata d'un rire cristallin, qui résonna dans le hall maintenant silencieux. « Mon avenir, Marc, mon avenir n'a jamais dépendu de toi. J'ai une carrière brillante, une réputation internationale, des projets passionnants. Toi, en revanche. » Elle laissa sa phrase en suspens, mais le sous-entendu était clair pour tous. Marc réalisa avec horreur que sa vie professionnelle et personnelle s'écroulaient simultanément et qu'il n'avait aucun recours contre cette destruction méthodique. Docteur Rousseau, qui observait cette confrontation avec l'œil d'une professionnelle de la santé mentale, intervint avec prudence. « Isabeau, cette vengeance ne risque-t-elle pas de vous consumer à votre tour ? La haine peut être aussi destructrice pour celui qui la porte que pour celui qui la subit. » Isabeau réfléchit un moment avant de répondre. « Docteur Rousseau, ce n'est pas de la haine, c'est de la justice. Pendant 2 ans, j'ai subi l'injustice quotidienne. Maintenant, l'équilibre se rétablit. » Sarah, qui avait suivi cette évolution avec fascination, demanda « Mais vous ne ressentez aucune pitié pour Marc? Aucun regret pour la souffrance que vous lui infligez ?» Isabeau regarda Marc, qui s'était recroquevillé sur sa chaise comme un enfant puni. « De la pitié, Sarah, pendant 2 ans, Marc n'a ressenti aucune pitié pour moi, aucun regret pour mes humiliations quotidiennes. Pourquoi devrais-je être plus magnanime que lui ?» Docteur Dubois, qui avait observé cet échange avec attention, décida de conclure cette confrontation. « Je pense que nous avons fait le tour de la question. Docteur Moreau, je vous remercie pour vos révélations. Elles éclairent d'un jour nouveau la candidature de Monsieur Dubois. » Marc releva la tête avec un dernier sursaut d'espoir. « Docteur Dubois, vous ne pouvez pas prendre une décision basée uniquement sur les accusations d'une femme en colère. »« Une femme en colère ?» répéta Docteur Dubois avec froideur. Docteur Moreau est une collègue respectée, dont l'intégrité professionnelle est irréprochable. Ces accusations sont étayées par des preuves tangibles. Thomas, qui semblait de plus en plus accablé par cette situation, fit une dernière tentative de médiation. Peut-être qu'avec du temps, Marc pourrait apprendre de cette expérience. Peut-être qu'il pourrait changer. Isabeau se tourna vers lui, avec une expression de lassitude profonde. « Thomas, certaines personnes ne changent jamais. Marc a eu 2 ans pour montrer sa vraie nature. Il l'a fait. Marc, qui avait épuisé toutes ses défenses, s'effondra complètement. Ses épaules s'affaissèrent, sa tête tomba entre ses mains, et des sanglots étouffés secouèrent son corps. L'homme arrogant et sûr de lui du début de soirée avait laissé place à une épave humaine, brisée par la révélation de ses propres contradictions. « Je suis désolé, » murmura-t-il entre ses larmes. « Je suis vraiment désolé, Isabeau. Je ne savais pas, je ne réalisais pas. » Isabeau l'observa avec un mélange de tristesse et de résolution. « Tu es désolé maintenant que tu subis les conséquences, Marc. Mais tu n'as jamais été désolé quand c'était moi qui souffrais. » Docteur Martineau, qui avait assisté à cette décomposition avec compassion, s'adressa à Marc. « Jeune homme, peut-être que cette épreuve vous aidera à développer l'empathie qui vous a toujours manqué. » Marc releva la tête.
ses yeux rouges et gonflés fixant Dr Martineau avec désespoir. « Comment puis-je réparer? Comment puis-je racheter mes erreurs? En acceptant les conséquences de tes actes, répondit Isabeau avec fermeté, en arrêtant de te poser en victime, en reconnaissant enfin la souffrance que tu as infligée. » La soirée touchait à sa fin. Mais pour Marc, elle marquait le début d'une chute libre dont il ne mesurait pas encore toute l'ampleur. Les révélations d'Isabeau n'étaient que le prélude à une destruction qui allait bien au-delà de cette simple confrontation publique. Dans les heures qui allaient suivre, il découvrirait que la vengeance d'Isabeau était encore plus méthodique et implacable qu'il ne l'avait imaginé. Le lendemain matin, à 6 heures précises, Isabeau se réveilla dans son appartement du 16e arrondissement, un penthouse élégant qu'elle avait acheté grâce à ses revenus de chirurgienne. L'ironie de la situation ne lui échappait pas. Pendant que Marc dormait encore dans son petit studio étudiant financé par ses parents, elle vivait dans un luxueux appartement avec vue sur la tour Eiffel. Elle avait toujours maintenu cette séparation géographique sous prétexte de préserver leur indépendance, mais la vraie raison était de protéger son anonymat professionnel. Marc n'avait jamais mis les pieds chez elle, croyant qu'elle vivait dans une chambre de bonne quelque part dans la banlieue parisienne. Assise devant son bureau en acajou massif, Isabeau ouvrit son ordinateur portable MacBook Pro et commença à rédiger un rapport détaillé destiné au docteur Philippe Dubois. Ses doigts couraient sur le clavier avec la précision d'un chirurgien, chaque mot pesé, chaque phrase construite avec une minutie implacable. Elle avait passé la nuit à organiser ses pensées, à structurer sa vengeance finale avec la même rigueur qu'elle appliquait à ses opérations les plus délicates. Le document qu'elle préparait n'était pas seulement un témoignage, c'était un acte d'accusation complet et documenté. Dans le rapport, elle détaillait méticuleusement chaque irrégularité qu'elle avait découverte dans le parcours académique de Marc. Les fausses attestations de stage qu'il avait fabriquées en imitant la signature de médecins qu'il n'avait jamais rencontrés. Les rapports de cas cliniques inventés de toutes pièces, plagiant des publications médicales en changeant simplement les noms des patients. Les examens pratiques, où il avait triché en payant des étudiants plus avancés pour lui souffler les réponses. Chaque accusation était étayée par des preuves tangibles, copies d'écran, enregistrements audio, témoignages de complices repentis qu'elle avait patiemment contactés au fil des mois. Elle joignit également les enregistrements audio les plus compromettants de leurs conversations privées. Marc se vantant d'avoir soudoyé un surveillant d'examen. Marc riant de la naïveté de ses professeurs qui n'avaient jamais vérifié ses références. Marc expliquant comment il utilisait le nom de son père pour obtenir des passe-droits dans les hôpitaux. Chaque enregistrement était une bombe à retardement qui exploserait au visage de l'homme qui l'avait humilié pendant 2 ans. Mais le plus dévastateur était encore à venir. Isabeau avait découvert que Marc avait détourné des fonds destinés à l'association étudiante de médecine dont il était trésorier. Petites sommes au début, puis montant de plus en plus important qu'il utilisait pour financer son train de vie et impressionner ses amis. Elle possédait les relevés bancaires obtenus grâce à ses contacts dans le secteur financier, ainsi que les témoignages de plusieurs membres de l'association qui avaient remarqué des irrégularités sans oser les dénoncer. À 9 heures précises, elle envoya son rapport par email sécurisé au docteur Dubois, avec copie au doyen de la faculté de médecine et au président du Conseil de l'ordre. Le titre du message était d'une simplicité glaçante. Dossier Marc Dubois, irrégularité académique et professionnelle. Elle savait que dans quelques heures, la carrière médicale de Marc serait définitivement terminée. Son téléphone sonna presque immédiatement. Dr Dubois avait déjà lu le rapport et souhaitait la rencontrer en urgence. Sa voix trahissait un mélange d'admiration et d'inquiétude face à l'ampleur des révélations. « Docteur Moreau, dit-il avec gravité, ce que vous avez documenté dépasse largement mes attentes. Si ces accusations sont avérées, nous avons affaire à un scandale majeur qui va ébranler l'institution. » « Elles sont toutes avérées, docteur Dubois, » répondit Isabeau avec une assurance tranquille. « J'ai passé 2 ans à rassembler ces preuves. Chaque document, chaque enregistrement, chaque témoignage a été vérifié et contre-vérifié. Pendant qu'Isabeau orchestrait méthodiquement la destruction professionnelle de Marc, celui-ci se réveillait dans son studio avec la gueule de bois la plus épouvantable de sa vie. Il avait passé la nuit à boire, tentant d'effacer de sa mémoire les événements traumatisants de la soirée précédente. Mais l'alcool n'avait fait qu'amplifier son angoisse, et il émergea de son sommeil agité avec la certitude que sa vie venait de basculer dans un cauchemar éveillé. Son téléphone portable clignotait de dizaines de messages non lus, des amis qui avaient assisté à la soirée et qui réclamèrent des explications, ses parents qui avaient été informés par des collègues et qui exigèrent des comptes, des camarades de promotion qui avaient entendu parler de l'incident et qui voulaient connaître sa version des faits,
Marc parcourut ces messages avec une horreur croissante, réalisant que l'histoire se répandait comme une traînée de poudre dans tout le milieu médical parisien. Le message le plus terrifying venait de son père, le docteur Henri Dubois. « Marc, j'ai reçu des appels très inquiétants cette nuit. Nous devons parler immédiatement. Cette histoire avec ta fiancée prend des proportions alarmantes. J'espère que tu as une explication rationnelle à me donner. » Marc tenta de joindre Isabeau, mais ses appels tombaient directement sur la messagerie. Il lui envoya une dizaine de SMS suppliants, chacun plus désespéré que le précédent. « Isabeau, nous devons parler. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais nous pouvons arranger les choses. S'il te plaît, réponds-moi. Ne détruis pas ma vie pour une dispute de couple. Je ferai tout ce que tu veux, mais arrête cette folie. » Aucune réponse ne vint. Isabeau avait bloqué son numéro dès son réveil, coupant définitivement le dernier lien qui les reliait encore. À 10h, Marc reçut un appel qui acheva de le terrifier. C'était le secrétaire du doyen de la faculté qui lui demandait de se présenter immédiatement dans son bureau pour une affaire de la plus haute importance. La voix froide et professionnelle du secrétaire ne laissait aucun doute sur la gravité de la situation. Marc se doucha rapidement, enfila son costume le plus respectable et se dirigea vers la faculté avec l'impression de marcher vers son propre procès. Dans le métro, il remarqua que plusieurs étudiants le regardaient avec insistance, chuchotant entre eux. L'histoire avait déjà fait le tour des amphithéâtres, transformant sa humiliation privée en scandale public. En arrivant à la faculté, Marc croisa Thomas dans le hall principal. Son ancien camarade l'évita ostensiblement, détournant le regard et accélérant le pas. Cette réaction confirma les pires craintes de Marc. Il était déjà devenu un paria, un homme qu'il valait mieux éviter de fréquenter. Dans le bureau du doyen, Marc découvrit une assemblée impressionnante. Le doyen lui-même, un homme austère aux cheveux blancs et au regard perçant. Le président du conseil de l'ordre, une femme d'âge mûr à l'expression inflexible. 2 avocats de l'université. Et à sa grande surprise, Dr Philippe Dubois qui tenait une épaisse chemise cartonnée entre ses mains. « Monsieur Marc Dubois », commença le doyen d'une voix glaciale, « nous avons reçu ce matin un dossier très préoccupant vous concernant. Des accusations graves ont été portées contre vous, accusations qui remettent en question la validité même de votre diplôme. » Marc sentit ses jambes se dérober sous lui. « Monsieur le doyen, je peux tout expliquer. Il s'agit d'un malentendu, d'une vengeance personnelle. » « Une vengeance personnelle ?» l'interrompit Dr Dubois en ouvrant la chemise. « Ces documents comptables sont-ils une vengeance personnelle ? Ces enregistrements audio où vous vous vantez de vos fraudes sont-ils un malentendu ?» Le président du Conseil de l'Ordre prit la parole avec une autorité glaçante. « Monsieur Dubois, nous avons ici des preuves de falsification de documents officiels, de détournement de fonds publics, de corruption d'agents de surveillance. Ces accusations dépassent largement le cadre disciplinaire universitaire. » Marc réalisa avec horreur que la situation était bien pire qu'il ne l'avait imaginé. Isabeau n'avait pas seulement détruit sa réputation, elle avait construit un dossier criminel qui pourrait le conduire devant un tribunal correctionnel. « Je peux rembourser l'argent, » balbutia-t-il pathétiquement. « Je peux réparer mes erreurs. Donnez-moi une chance de me racheter. »« Rembourser ?» répéta le doyen avec mépris. « Monsieur Dubois, vous ne semblez pas comprendre la gravité de vos actes. Vous avez bafoué l'éthique médicale, trahi la confiance de l'institution, déshonoré votre famille. » Dr Dubois se leva, son visage exprimant un dégoût profond. « Marc, j'ai connu votre père quand nous étions étudiants. C'était un homme intègre, dévoué à sa profession. Vous avez sali son nom et détruit l'héritage familial qu'il avait construit. » Cette évocation de son père acheva de briser Marc. Il éclata en sanglots, implorant pitié et clémence. « Je ne voulais pas faire de mal. J'étais juste. J'avais peur de décevoir. La pression était trop forte. » Le président du Conseil de l'Ordre observait cette décomposition avec une froideur professionnelle. « Monsieur Dubois, votre diplôme de médecine est annulé avec effet immédiat. Vous êtes exclu définitivement de l'Ordre des médecins. De plus, nous transmettons ce dossier au procureur de la République pour les suites judiciaires qui s'imposent. » Marc s'effondra littéralement sur sa chaise, comprenant que sa vie était définitivement ruinée. Non seulement sa carrière médicale était terminée, mais il allait également faire face à des poursuites pénales qui pourraient le conduire en prison. Pendant que Marc subissait cette destruction méthodique, Isabeau se trouvait dans un café chic des Champs-Élysées, déjeunant tranquillement avec Dr Dubois. L'ambiance était feutrée, élégante, aux antipodes du drame qui se déroulait simultanément à quelques kilomètres de là. « Docteur Moreau, » dit Dr Dubois en sirotant son café, « je dois avouer que votre méthode était
Impressionnante. Mais ne regrettez-vous pas la sévérité de cette vengeance ? Isabeau regarda par la fenêtre, observant les passants qui déambulaient insouciamment sur l'avenue. Docteur Dubois, pendant 2 ans, j'ai enduré l'humiliation quotidienne. Marc m'a volé ma dignité, ma confiance en moi, ma capacité à faire confiance aux autres. Il a payé le prix de sa cruauté. Et maintenant ? Demanda Docteur Dubois. Que comptez-vous faire de votre liberté retrouvée ? Un sourire énigmatique apparut sur les lèvres d'Isabeau. J'ai reçu une proposition intéressante de l'hôpital Saint-Barthélemy de Londres, un poste de chef de service en chirurgie cardiaque pédiatrique. Je pense que je vais accepter. Docteur Dubois hocha la tête avec approbation. Un nouveau départ loin de cette histoire douloureuse. C'est probablement la meilleure décision. Ce n'est pas une fuite, précisa Isabeau. C'est un choix. J'ai accompli ce que je devais accomplir ici. Marc a appris que les actions ont des conséquences. Maintenant, je peux tourner la page. Dans l'après-midi, les conséquences de la vengeance d'Isabeau se propagèrent dans tout le milieu médical parisien. L'histoire de Marc Dubois devint rapidement un cas d'école, une légende urbaine qui se transmettait de promotion en promotion. Les étudiants parlaient de l'affaire Isabeau comme d'un avertissement sur les dangers de l'arrogance et du mépris. Thomas, Sarah et Pierre se retrouvèrent dans un café près de la faculté, encore sous le choc des révélations. Ils discutaient à voix basse, comme s'ils craignaient d'être entendus. « Je n'arrive pas à croire que Marc ait pu être aussi malhonnête », murmura Sarah. « Nous avons étudié avec lui pendant des années sans rien voir. » Thomas secoua la tête avec tristesse. Peut-être que nous ne voulions rien voir. Marc était protégé par son nom de famille. Nous fermions les yeux sur ces bizarreries. Pierre ajusta ses lunettes nerveusement. « Et Isabeau ? Cette femme nous a tous manipulés. Elle nous a observés, analysés, jugés pendant toute cette soirée. Elle nous a révélé qui nous étions vraiment, corrigea Sarah. Nous avons tous accepté les humiliations qu'elle subissait parce que nous pensions qu'elle les méritait. » Cette réflexion plongea le groupe dans un silence embarrassé. Ils réalisaient qu'ils avaient été complices passifs de la cruauté de Marc, qu'ils avaient participé à cette hiérarchisation sociale qui plaçait automatiquement une étudiante ratée en position d'infériorité. En fin d'après-midi, Marc reçut un dernier coup de grâce. Ses parents, le docteur Henri et le docteur Catherine Dubois, publièrent un communiqué officiel dans le journal médical français le plus prestigieux. Ils y désavouaient publiquement leur fils, exprimaient leur honte et leur douleur, et présentaient leurs excuses à toutes les victimes de ces agissements. Le communiqué se terminait par une phrase définitive. « Marc Dubois ne fait plus partie de notre famille. Nous renions ses actions et rejetons toute association avec son comportement. » Cette ultime humiliation acheva de détruire Marc psychologiquement. Il comprit qu'il avait tout perdu, sa carrière, sa réputation, sa famille, son avenir. La vengeance d'Isabeau était parfaite dans sa totalité et son implacabilité. Le soir même, Isabeau rédigea une dernière lettre qu'elle fit porter à Marc par un coursier. L'enveloppe crème portait simplement son prénom écrit à l'encre noire dans sa calligraphie élégante. À l'intérieur, une seule feuille de papier vélin avec quelques lignes manuscrites. « Marc, tu m'as appris une leçon fondamentale. Il ne faut jamais sous-estimer quelqu'un. Merci pour cet enseignement. Tu viens de découvrir que je suis une excellente élève. J'espère que tu sauras tirer les bonnes conclusions de cette expérience. Au revoir, Isabeau. » En lisant cette lettre, Marc comprit que la vengeance d'Isabeau était non seulement accomplie, mais parfaite. Elle avait méthodiquement détruit sa vie avec la précision d'un chirurgien, sans jamais perdre son sang-froid ni sa dignité. Il avait sous-estimé une femme brillante et déterminée, et il payait maintenant le prix de cette erreur fondamentale. Une semaine plus tard, Isabeau quitta Paris pour Londres, laissant derrière elle les décombres de la vie de Marc. Elle emportait avec elle la satisfaction du devoir accompli et la certitude d'avoir rendu justice à toutes les femmes qui subissent quotidiennement l'humiliation et le mépris. Sa vengeance était légale, méthodique et absolument dévastatrice. Marc, quant à lui, découvrit que la chute pouvait être vertigineuse quand on tombait du sommet de son arrogance. Il avait détruit sa propre vie par sa cruauté, et Isabeau n'avait fait que révéler au monde la véritable nature de l'homme, qui se cachait derrière les privilèges familiaux. La leçon était claire. On ne humilie pas impunément quelqu'un, surtout quand on ignore tout de sa véritable identité et de ses capacités. Isabeau avait prouvé qu'une femme déterminée et intelligente pouvait retourner n'importe quelle situation à son avantage, même après 2 années d'humiliation apparemment subies en silence. La vengeance d'Isabeau était accomplie, parfaite, implacable et définitive. Si vous avez suivi jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes et captivantes comme celle-ci.